Hey, salut à toi, je suis super contente de te retrouver sur ce nouvel épisode. J'espère que je te retrouve en pleine forme. Bienvenue donc aujourd'hui dans un nouveau format que j'inaugure sur ce podcast, à savoir le format interview. Et c'est avec une joie non dissimulée que j'ouvre le bal avec un coach dont je suis le travail depuis quelques années et que je respecte infiniment dans les messages qu'il promeut et le travail qu'il fait. Et donc il s'agit de Stan. Salut Stan. Merci Marie pour ton accueil, c'est très gentil. Et salut Marie et salut à tous les gens qui regarderont cette vidéo. Merci à toi de nous donner un petit peu de ton temps. C'est un cadeau précieux, donc merci d'avoir accepté de nous faire ce cadeau-là. Est-ce que tu veux simplement commencer par te présenter? Oui, je me nomme Stan Carré, j'ai actuellement 29 ans et j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel. Et j'écris des livres, j'organise des retraites et j'ai une chaîne YouTube aussi. Sophrologue et coach en développement personnel, tu fais une distinction du coup entre les deux? Parce que ça pop un petit peu à niveau égal, on va dire, sur le net dans le développement personnel plus généralement. Est-ce que tu fais une différence entre les deux? J'aime bien aider les personnes à... Je fais une différence entre les deux, oui, dans le sens où j'aime bien aider les personnes à dépasser leur blocage, mais pas juste par la sophrologie. J'ai plusieurs outils en consultation que j'utilise. C'est soit aider la personne à gagner une nouvelle compréhension des choses pour y voir plus clair, pour le déblocage intérieur, soit à trouver des réponses à ces questions, si je peux l'aider à les trouver, à mettre en place une stratégie et des actions pour avancer, ou à utiliser la sophrologie pour travailler plus profondément sur les émotions. Donc c'est une des facettes de mon accompagnement. C'est pour ça que je fais la distinction. D'accord. Alors justement, tu soulèves le point, donc comme je l'ai dit avant qu'on démarre, que j'avais une question en l'occurrence que j'ai toujours eu envie de te poser. Une capacité que je décèle chez toi depuis le début, qui a l'air naturelle, mais tu vas me dire si oui ou non, il a fallu que tu la bosses ou non. C'est ta capacité, je trouve, à te lire, à te comprendre et à te transmettre de façon que je trouve super claire, en fait, et sans forcément, a priori, une trop grosse, comment je pourrais dire ça? T'as pas l'air, en fait, t'as l'air de pouvoir faire la distinction entre toi et toi avec tout ce que tu as pu vivre, toute ton expérience de vie, et tu as une facilité, je trouve, à te transmettre à travers le brouhaha à la fois d'Internet, le brouhaha à la fois que tu as pu vivre toi. Et est-ce que du coup c'est naturel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as bossé? Comment est-ce que tu expliquerais ça? Capacité à me transmettre, à transmettre mon vécu, à avoir du recul sur mes émotions que j'ai vécues, tout ça, c'est Mmh, ça que tu veux dire? ouais, je trouve que tu as vraiment une capacité à faire du stan 100% pur jus, en fait. On retrouvera nulle part ailleurs ce que tu proposes, si tu veux. Et tu as vraiment, je trouve, depuis le début, tu as cette faculté-là à, ouais, juste te transmettre, en fait. Et à... Je te remercie Marie pour cette question. J'apprécie la question. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'inné. C'est naturel parce que ça le devient à force de pratiquer, mais c'est dur à la base de trouver qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de partager à travers justement, comme tu le dis, tout le brouhaha d'Internet et plus les conditionnements du passé, hein, comme tu l'as dit, ce que j'ai vécu. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Et non, pour moi, maintenant c'est naturel, mais ça m'a valu beaucoup de travail pour arriver à déjà dépasser des blocages. Et comme ça, je peux les transmettre. Donc ça, c'est le travail intérieur que j'ai fait pour avoir du recul sur ce que j'ai vécu et aussi pour savoir comment j'ai envie de transmettre les choses, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je suis en réflexion permanente encore maintenant dessus. Donc oui. Ok. Et dans ces moments-là, du coup, est-ce que tu as un côté très spirituel aussi? Même si le terme est galvaudé, je sais pas ce que toi tu mets derrière ça. Tu arrives à distinguer vraiment. Est-ce que tu fais en fait par l'intellect? Est-ce que du coup tu as des outils? Tu parlais d'outils de coaching tout à l'heure, donc du coup c'est quelque chose de très tac, checklist presque. Ou est-ce que finalement c'est un travail qui est plus tourné vers l'intuition, l'ouverture, l'écoute, un côté yin, un côté yang en fait? Est-ce que du coup tu trouves un équilibre entre les deux ou est-ce que tu... En consultation, tu veux dire, en Non, dans toi, accompagnement? dans ton rapport à toi et justement toujours dans cette question de te transmettre et de te lire et de... En fait, c'est plus intuitif. Il y a des moments où je le faisais plus de manière protocolaire, on va dire, pour essayer de me comprendre, de m'observer, de comprendre mes émotions, qu'est-ce qui les produisait. Donc il y a des moments où j'étais vraiment impliqué dans une quête, j'essayais de trouver des choses, trouver des réponses, trouver qu'est-ce qui produit mon émotion, remonter à la cause, tout ça. Enfin voilà, il y avait plus un côté checklist, comme tu dis. Maintenant, c'est plus intuitif parce que je pense qu'en fait, tous les protocoles, enfin, c'est comme je l'expérimente moi, que tous les protocoles intérieurs, enfin, tous les protocoles pour guérir les blessures, les souffrances,
en fait, ils peuvent être utiles dans certains cas pour certaines personnes, mais c'est jamais un modèle absolu qu'on peut reproduire tout le temps dans la vie, ça évolue en permanence. C'est comme ça que je le vois. D'accord. Tu fais beaucoup de retraites spirituelles. Ouais. Qu'est-ce que tu mets déjà dans le mot spirituel, toi? Bah, dans le mot spirituel, pour les retraites spirituelles, donc dans ce cadre spécifique, Ouais. je vais mettre ce que j'appelle retraite spirituelle, c'est en rapport avec l'esprit, tout simplement. Ok. Spirituel, ça vient du mot esprit, et enfin, pour moi, dans ce cas-là, je veux dire, et je vais pas, c'est pas une retraite pour adhérer à un courant spirituel particulier, à une foi particulière, à un dogme ou à un ensemble de croyances. D'ailleurs, il n'y a aucune croyance spécifique. Mon but, c'est d'amener les personnes à vivre une expérience où ils vont se déconnecter de leur cadre de vie présent, ils vont se connecter à autre chose, se connecter à eux-mêmes, à d'autres personnes qu'ils connaissent pas forcément, mais il y a une good vibe et ça crée de bonnes connexions. Et c'est se connecter à soi par certains ateliers, certains workshops que je propose. Donc les ateliers, il va y avoir sophrologie, méditation, des ateliers de développement perso, on va peut-être chercher de la compréhension, des idées, des cérémonies aux plantes sacrées le soir, mais c'est vraiment basé sur l'efficace, l'utile, le résultat, sur l'effet, et pas sur des croyances spécifiques. Tout le monde peut venir, qu'il soit musulman, juif, chrétien ou adhérent à un courant New Age ou peu importe en fait. Ok. Ok, Enfin, tant ok. qu'ils ne considèrent pas que ma démarche s'y oppose, moi je ne considère pas que ma démarche s'y oppose, je respecte toutes les fois, donc voilà. Ok, super. À quel moment, toi, la spiritualité, pardon, est arrivée dans ton parcours? Est-ce que ça a toujours été plus ou moins présent? Est-ce que ça a été une nécessité pour toi à un moment donné? Ou comment ça s'est présenté pour toi? Alors, moi ça c'est arrivé en 2015 dans mon parcours, la spiritualité. Je Ok. m'y intéressais pas du tout avant. Pour moi, c'était un truc pour les blancs bourges qui faisaient du yoga et qui, qui buvaient du jus de légumes le matin. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Ok. Et c'est arrivé dans mon parcours à un moment où j'ai commencé par le biais d'un article que j'avais trouvé sur Combini. Tu connais Combini? Ouais, ouais, bien sûr. Et bah, du coup, sur un article de Combini, il y avait un surdoué qui avait écrit une lettre. Et dans cette lettre, il avait parlé d'hyper-empathie. Donc j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit, ah, hyper-empathie, qu'est-ce donc? Ma curiosité m'a poussé à faire ces recherches. Et hop, je suis tombé dedans. Ouais, comme Spiritualité. Obélix. Ok. Oui, oui, c'est ça. Bien dit. Bien dit. J'ai plus besoin de potions, là, t'as raison. Ah, excellent. Et comment est-ce que tu as pu, alors je repars sur ma question de départ, en fait, Ouais, trouver de la place justement pour de la spiritualité? Est-ce que ton contenu est très orienté, en tout cas sur ta chaîne principale, parce que tu as plusieurs chaînes, sur les pervers narcissiques? Et pour moi, pervers narcissique, c'est du vocabulaire très psychanalytique au départ, donc très là-haut dans l'analyse, et la ouais. spiritualité n'a pas forcément sa place, a priori, dans l'analyse. Comment est-ce que tu as réussi à faire une place, en fait, à la spiritualité, du coup, dans ton travail plus analytique? En fait, si je divise, si j'ai deux chaînes YouTube principales, on va dire, eh ben, il y en a une sur les relations toxiques et une sur la spiritualité, l'esprit, le fonctionnement des émotions. Et en fait, parce que la chaîne sur les relations toxiques, c'est quelque chose, un domaine dans lequel j'ai de l'expertise et dans lequel j'estime m'y connaître bien, avec l'expertise à force des consultations, tout ça. Et, et c'est un pan de mon travail. Et j'ai remarqué que le public qui adhère à ce pan de mon travail n'adhère pas du tout à la spiritualité. Peut-être certaines personnes, mais il y a une grande partie qui s'y intéresse pas. Ils sont peut-être pas forcément contre, mais si je vais faire une vidéo sur les relations toxiques et la semaine d'après une vidéo sur quelque chose de plus spirituel, mais en fait, les gens, ils vont pas aimer. Et donc, comme il y a l'algorithme, il y a YouTube, je peux pas juste tout balancer sur la même chaîne. Donc, je suis obligé de scinder le travail en deux. Et c'est pour ça que j'ai écrit une deuxième chaîne. Et en fait, moi, c'est des choses qui m'intéressent parce que les relations toxiques, c'est important de s'en sortir. J'ai vu que toi aussi, tu avais fait des vidéos dessus. Je pense que c'est important bah, quand on en souffre, de comprendre, de mettre des limites, de s'en extraire, enfin voilà, selon le cas. Mais souvent, les personnes qui ont vécu des choses en relation toxique, ça les pousse, enfin, ça crée des souffrances, et ces souffrances, ben, elles font mal, et cette douleur, elle pousse à regarder à l'intérieur. Et en quête de solution, souvent, on va se tourner vers le dev perso ou la spiritualité. Pour moi, c'est une sorte de suite logique. Et même les personnes qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité ou au dev perso, c'est souvent des personnes qui ont une sensibilité particulière et qui sont en proie aux relations toxiques. Donc, c'est un peu deux pans de la même chose, je pense. Ok. Et du coup, d'un point de vue plus personnel, dans ton processus de reconstruction, de transformation, tu mets le terme que tu veux dessus,
À quel moment, comment est-ce que tu as réussi à équilibrer justement l'analyse pure de la spiritualité qui a priori ne s'embrasse pas des masses quand on regarde comme ça? En fait, j'ai jamais été dans l'analyse pure, j'ai toujours été dans la recherche de solutions. Et des Ouais. fois, la recherche de solutions, bah, comme je suis un Français occidental, bah, souvent on va commencer à s'orienter vers une recherche de solutions en passant par l'analyse, Mm. essayer de comprendre pour guérir. Et en fait, c'est bien, ça aide, mais ça a ses limites. Et ces limites, bah, je les ai vues en essayant de trouver des solutions par l'analyse qui ne marchaient pas. J'ai dû me résoudre à trouver d'autres types de solutions qui sont plus dans la pratique. D'accord. Tu as été accompagné, toi, par un professionnel pour trouver ta voie au départ ou tu as toujours été autonome? Alors oui et non. Oui, j'ai toujours été autonome, mais j'ai eu quelques consultations de temps en temps à certains moments, quelques petits accompagnements, mais j'ai jamais été genre un long accompagnement avec un professionnel et c'est grâce à lui que j'ai dépassé plein de trucs. C'est plus à certains petits moments dans ma vie où j'en avais besoin, j'ai eu soit une consultation avec quelqu'un, soit trois, quatre consultations avec quelqu'un, mais c'était pas très souvent. C'est arrivé, c'était pas très souvent et voilà. Quand j'estimais en avoir besoin, donc je cherchais de l'aide. Je trouve que c'est d'autant plus impressionnant parce qu'on a un peu cette vision en Occident de bah, quand tu es malade, tu vas voir un médecin, en gros, quelle que soit la forme de la maladie, quand tu n'es pas bien en tout cas, et que tu aies pu en fait faire ce travail à 95% tout seul, du coup, je trouve que c'est impressionnant. Moi, je ne me serais pas imaginé, par exemple, le faire sans un psy ou sans une thérapie ou sans... Bah, je comprends déjà, merci Marie, et je comprends tout à fait ton point de vue, et je pense que c'est très bien de consulter quelqu'un, que ça peut nous aider à grandir beaucoup plus vite que si on le fait seul, parce que c'est quelqu'un qui a déjà peut-être beaucoup de clés, qui peut nous aiguiller sur ce chemin, nous éviter d'errer, et je recommande de le faire. Mais il se trouve que quand tu dis on a cette vision en Occident, bah en fait, moi pour faire ce chemin, je me suis pas du tout inspiré de la vision occidentale, mais de la vision orientale. Je suis Ok. tombé sur des discours de maîtres spirituels et tout qui disaient oui, oui, tu peux trouver toi-même le chemin pour la fin de la souffrance. Je me suis dit, ok, je peux trouver moi-même le chemin pour la fin de la souffrance. Et donc, comme j'étais pas forcément piégé dans la vision occidentale où on dit tu peux pas le faire tout seul, il te faut être accompagné. Moi, j'avais la croyance que je pouvais. Comme j'avais la croyance que je pouvais, je me suis lancé corps et âme dedans, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. Mais après, c'est bien d'être accompagné aussi. Enfin voilà, je dis pas le contraire, quoi. Ok. C'est juste mon parcours qui était comme ça. Non, mais il est tout aussi parfait que celui de tous les autres, il n'y a pas de souci, c'est génial. Non, mais c'est génial justement de... Tu as un bel exemple de ça, de en fait, on peut vraiment s'en sortir, peu importe ce qu'on peut lire justement dans les lire ou écouter ou voir dans les médias où on est sans arrêt confronté à des statistiques en fait qui nous imposent une voie pour s'en sortir, alors qu'en fait on est dans un processus tellement intime et personnel que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce témoignage-là aussi qui montre que peu importe quand tu as les croyances qui te portent en fait au départ, tu peux bien y arriver de la façon qui t'inspire quoi. C'est vrai. Donc ça, je trouve que c'est cool. Et du coup, tu es donc spécialisé donc sur les relations toxiques. Donc tu fais des consultations donc en one-to-one exclusivement sur ces sujets-là ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Ok. C'est le sujet sur lequel je vais avoir le plus de demandes et sur lequel on va dire j'ai le plus d'expertise. Mais après, il y a aussi deux sujets qui m'intéressent beaucoup et sur lesquels j'aime beaucoup accompagner les personnes. Après, c'est même pour les relations toxiques, il y a des personnes, ils en ont vécu il y a super longtemps. Aujourd'hui, ils essayent de dépasser des blocages qu'ils ont, qui persistent. Enfin, voilà. Mais après, les deux autres sujets qui vont beaucoup m'intéresser aussi, c'est aider les personnes à dépasser des émotions de souffrance, mais qui sont pas des traces traumatiques, c'est juste des blocages encore présents, des conditionnements encore présents, des croyances, et ça m'intéresse beaucoup. Les traces traumatiques, c'est pas mon domaine d'expertise. Et l'autre sujet qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui touche à l'épanouissement de l'être, aider les personnes à s'épanouir. Enfin, ça j'aime beaucoup. Ok, c'est quoi l'épanouissement pour toi? L'épanouissement, pour moi, c'est comme la fleur quand elle s'ouvre et qu'elle montre ses couleurs au monde et qu'elle capte le soleil. Pour Ah, moi, c'est beau c'est ça. vraiment quand tu cherches, quand ça comporte plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est, on va dire, la connexion, la trouvaille avec ton énergie authentique. Et le deuxième aspect, c'est la matérialisation de cette énergie à travers les actes, à travers ton accomplissement, ce que tu fais, ce que tu deviens dans le monde. Et le troisième aspect, c'est le maintien, avancer là-dedans, des hauts, des bas. Enfin voilà, c'est la continuation de ce processus. Et tu parles d'énergie authentique. C'est un mot très à la mode aussi en ce moment, l'authenticité. Qu'est-ce que tu mets toi dedans? Moi, ce que je vais appeler l'authenticité, c'est qui tu es lorsque
tu n'essayes pas d'être quelque chose ou quelqu'un que tu crois que tu dois être, en fait. C'est vraiment les sensations au niveau de l'énergie. On peut le remarquer quand il y a des personnes qui font genre qu'elles sont quelqu'un pour tromper l'auditoire ou pour se tromper elles-mêmes, en fait. C'est vraiment qui tu es toi-même en dehors des conditionnements, des blocages et en dehors des masques que tu portes où tu essayes d'être ou le visage que tu essayes de montrer ou de te montrer à toi-même. Même. Ok. C'est comme ça que je le vois moi, en tout cas. Non, c'est super intéressant. Ok. C'est pas les masques, en fait. On a passé 2 ans sous les masques, c'est rigolo en plus. Mais Oui, c'est vrai. Et je tiens à ajouter que pour moi, l'authenticité, c'est très important de l'allier à la pertinence, je trouve, pas dans la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, en fait, si même, je pense que l'authenticité, elle est quasi indissociable de la pertinence, parce que souvent, on peut avoir la croyance que être authentique, ça veut dire juste être naturel, et que si on fait des choses qui sont pas forcément compétentes dans certains domaines, ben, en fait, il faut rester incompétent pour être authentique, ne pas chercher à changer ou à s'améliorer, ou même dans le couple, on dit ouais, moi je suis comme ça, je suis naturel, c'est comme ça que je suis, donc je vais pas faire d'efforts parce que ça serait plus moi. Et je pense pas forcément, ça dépend de la limite. Est-ce qu'on sent qu'on est en train de se corrompre? Est-ce qu'on sent qu'on est en train de se porter préjudice en changeant des choses? Ou est-ce qu'on sent que ça nous améliore? Ou enfin, après, c'est vraiment au cas par cas, c'est très spécifique, c'est le sentiment de chacun qui est touché par ça, je pense. c'est super intéressant. Ça me ramène, moi, à une question du coup qui intervient souvent en coaching, c'est la notion d'acceptation. Et je trouve que là, tu touches un petit peu à ça dans le sens où, oui, à partir du moment où j'accepte d'être comme je suis, donc j'ai un ECG plat et je ne vis plus finalement. Et comment justement est-ce que tu maries, toi, l'acceptation avec le fait d'être encore capable, malgré tout, de poser des limites et de créer, de continuer à créer, malgré le fait que la vie est parfaite comme elle est, donc pourquoi la changer finalement? Ça dépend ce qu'on veut accepter ou pas. C'est accepter, pour moi, c'est aussi le point de départ du changement. Parce que si tu acceptes que tu as des problèmes, bah en fait, si on accepte qu'on a des problèmes, c'est le point de départ aussi pour pouvoir les changer. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les changer parce qu'on accepte leur présence. En fait, c'est au cas par cas. Des fois, on peut accepter qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qu'on essaye de faire et que ça marche pas. Donc, on peut accepter ça si tel est vraiment le cas. On peut aussi accepter que bah, qu'on a un désir en nous de continuer à avancer. Ça peut être aussi le cas. On peut aussi accepter qu'on a un problème et le regarder comme tel, se dire, OK, mon problème, il est là. Mais il a accepté, ça ne veut pas dire forcément le laisser s'il me pose toujours problème. Mais en l'acceptant, on peut reconnaître son existence et arrêter de nier son existence. Et donc, commencer à œuvrer pour sa résolution. Ok. Je voyais plus en fait, alors peut-être une autre Ouais. facette de la problématique, dans le sens, par exemple, si je dis, je sais pas, j'ai du poids à perdre, par exemple, mais je pars dans un truc un peu body positif, donc j'accepte mon corps tel qu'il est. Si j'accepte mon corps tel qu'il est, pourquoi est-ce que j'irai au sport? Pourquoi est-ce que je ferai attention à mon alimentation puisque mon corps est parfait? Comment est-ce que tu arrives, toi, du coup, tu vois, à lier les deux? Moi, je dirais de faire attention au dogme, au conformisme, parce que si tu te dis je suis une personne qui adhère au courant body positive et que intérieurement tu essayes enfin, que intérieurement tu as l'impression que tu es ça, bah en fait, si tu as du poids à perdre et en fait, t'es pas bien dans ton corps, mais tu dis oui, body positive, donc je vais me forcer à me faire croire que je suis bien dans mon corps, à voir. Je pense que c'est vraiment question la dissociation entre le conformisme, donc on essaye d'adhérer à un courant et de s'identifier comme une personne qui adhère à un courant. Est-ce qu'on ressent vraiment en fait? Est-ce qu'on n'est pas bien dans notre corps? Pourquoi déjà? Est-ce que c'est parce qu'on a peur du jugement des autres et parce que des membres de notre entourage nous disent qu'on est gros? Ou est-ce que, et en fait, on l'aime bien notre corps comme ça, au final, c'est cool. Ou est-ce Ouais. que, en fait, on n'aime pas notre corps comme ça et on a vraiment envie de changer, mais on se dit, ouais, je suis body positive, alors honte à moi si je vais à la salle. Tu vois, enfin, voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Ok. C'est personnel, c'est très subjectif. Ouais, puis c'est très subtil aussi. C'est pareil, toujours de toute façon en fonction du vocabulaire qu'on utilise. De toute façon, un mot a toujours une définition différente en fonction de la personne qui l'utilise et qui le reçoit. Donc, ça, de toute façon, devoir mettre des mots pour tout le monde, c'est compliqué. C'est ça. Euh, Comment est-ce que tu fais dans ton travail? Parce que si tu es expert en relations toxiques, c'est parce que tu as eu l'occasion d'aller enquêter directement sur le terrain. Comment est-ce que tu arrives
à dissocier justement? Est-ce que à force d'en parler, parce que tu en parles depuis bien 5-6 ans maintenant sur YouTube, Oui, c'est vrai, depuis un bon moment, euh, depuis fin 2015, début 2016. ouais, c'est ça. Moi, je crois que ça doit faire 5 ans que je te suis. Je crois que la Ok. première vidéo que j'ai vue de toi, c'était une séance de sophrologie avec la grenouille sur le dos, là, dans la mare. Donc, ça doit faire Ah, bien. oh, oh, Ouais, ouais. d'accord. Ah oui, ça date, ça. Donc, ouais, ça doit faire 4-5 ans. Mais du coup, comment est-ce que tu fais est-ce que tu n'as pas le sentiment? Parce que tu vois, moi, aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais vu que je parlais aussi de pervers narcissique et j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de ruminer un petit peu le sujet. Et moi, en étant sortie en fait de ces problématiques-là, j'ai eu envie de transmettre autre chose. Est-ce que tu n'as pas en fait ce sentiment parfois de redondance ou même de replonger ou de ruminer des choses? Comment est-ce que tu gères peut-être un peu ça? Alors oui et non, oui parce que j'ai envie de transmettre aussi autre chose et ça m'intéresse. J'ai envie de transmettre ce que je transmets sur mon autre chaîne, sur le fonctionnement de l'esprit, les émotions. Je commence à m'intéresser depuis très peu à la musique un peu, donc on verra ce que ça donne. Ok. Et après pour les relations, donc je développe les autres choses à côté. Après on verra ce qui se passera de ma chaîne YouTube sur les relations toxiques. Euh, pour l'instant, je continue comme ça. Et non, parce que je suis pas dans la redondance. En fait, je répète pas toujours les mêmes choses. Je fais des vidéos, je vais plus loin dedans. Je change mon attitude aussi par rapport à ce que je transmets. Je me positionne différemment, peut-être avec un positionnement plus tranché. Et je partage des autres choses, des nouveautés en fait. J'ai pas envie de répéter tout le temps les mêmes choses parce que aussi, clairement, je trouve tu pourras couper au montage si tu veux ou pas, mais je trouve que ça fait grave pitié de répéter tout le temps la même chose tous les jours une vidéo. Le pervers narcissique à la plage, le pervers narcissique aux toilettes. Ah, c'est bon, arrêtez les gars. Et de répéter ça tous les jours, et tu répètes, tu répètes, tu répètes, ce serait un cauchemar en fait. Donc je veux juste transmettre des choses sur les relations toxiques nouvelles avec un angle nouveau. Voilà. Et juste laisser les anciennes vidéos en ligne. Mais en fait, c'est cool, mais j'ai aussi envie d'alimenter cette chaîne pour toucher de nouvelles personnes et qu'elle continue à rester dans le flow, tu vois. Donc, je continue à faire des vidéos dessus. Ouais. Après, ça m'intéresse toujours, c'est toujours un sujet intéressant, j'ai toujours des consultations dessus. Avec les personnes, on va aborder de nouvelles choses, ça me permet d'avoir de nouvelles prises de conscience dessus, de les partager sur la chaîne et ainsi de suite. Ok. Du coup, c'est une chaîne sur laquelle je dis beaucoup. Du coup, si tu as un autre mot de liaison, je veux bien parce que il y a que celui-là que je connais. Pas de souci. tu as partagé ton histoire du coup sur cette chaîne. J'ai plus la question que je vais te poser, ça c'est ballot ça. C'était quoi que je voulais te demander? Si, comment est-ce que tu fais donc en tant que créateur de contenu et donc potentiellement coach qui a une posture de neutralité vis-à-vis de tes clients, a priori, déontologiquement en tout Bien cas, sûr. comment est-ce que tu arrives à gérer en fait cette limite entre le perso, parce que enfin, au vu de l'histoire qui est la tienne, il y a quand même des choses qui sont super intimes que tu as pu raconter. Comment est-ce que tu gères cette limite entre le perso limite voyeurisme pour certaines personnes qui consomment aussi, tiens, le contenu, et les personnes qui en font bon usage. Et toi, en fait, comment est-ce que tu te retrouves là-dedans entre cette barrière très fine finalement entre le perso et le pro sur les réseaux? T'es pas sur les réseaux, toi d'ailleurs. T'es sur YouTube, Bah, mais t'es pas si, sur Facebook, sur j'ai une Facebook, page ouais. Facebook, j'ai une page Facebook qui tourne bien. Ouais. J'ai pas Et le mal de groupe réactions aussi. quand je. Ouais, le groupe d'entraide, c'est Ouais. ça. Mais j'ai une page aussi, j'ai un compte Insta, mais je fais pas grand-chose dessus. Moi, c'est surtout YouTube et Facebook. Ouais, mais j'ai une page Facebook qui tourne plutôt bien. Pas mal d'interactions quand je poste des choses et ça fait plaisir. C'est Ok. cool de voir les commentaires, de répondre aux gens, tout ça. Mais du coup, tu me demandes comment je gère la limite entre le privé et le perso, mais à quel niveau, tu veux dire? Ouais, j'ai vu que ma question n'était pas claire. C'est dans le sens où tu as partagé plusieurs fois ton histoire ou ce que tu as pu subir avec parfois plus ou moins de détails. Comment est-ce que tu gères justement cette notion, en fait, où ce que tu racontes, c'est très intime, c'est très perso, finalement, Ouais. sur une plateforme qui se veut publique et potentiellement diffusable à volo. Comment est-ce que tu gères justement cette approche de parler de toi de façon intime sur... Ça me dérange pas, enfin, ouais, c'est ok. Enfin, si je le fais, c'est que je suis en accord avec. ouais, C'est aussi important de transmettre ce que j'ai vécu pour inspirer des personnes, pour leur montrer que c'est possible de s'en sortir même quand on a vécu des choses difficiles. Euh, je pense que, enfin, moi j'y vois pas d'inconvénient.
Enfin, voilà. Ok, tu t'es jamais posé la question du coup. Bah après, si je transmets quelque chose, c'est que je suis en accord avec le fait de le transmettre, que je sais pas spécialement intime pour moi, en fait. Ouais, Je le sens pas comme étant du domaine de l'intime pour moi. ok. C'est de quel domaine du coup? Pour toi? Bah, maintenant que c'est transmis, c'est du domaine du public, hein. D'accord, ok. Ok. Ah oui, tout simplement. Ok, bah nickel. Nickel. Alors, une autre chose que tu as diffusée et je t'ai suivi dans ce délire-là, on va dire, c'est la consommation parfois de plantes Oui. sacrées. Comment t'en es arrivé là et quelle est ton expérience avec ça? J'en suis. Alors, la première fois, c'était quoi déjà? J'ai- J'avais eu un petit épisode il y a longtemps, 2015, où je commençais à m'intéresser aux plantes. Du coup, j'avais essayé les plantes à rêve, mais c'était pas ouf. Après, ça me faisait des nuits fatigantes. J'avais l'impression que je vivais une journée pendant la nuit, quoi. Je me réveillais, j'étais D'accord. crevé, quoi. Ok. J'étais entièrement. Enfin, mes rêves, on dirait que je me souvenais de mes rêves en me réveillant, hein. C'était des rêves où je galérais autant que dans la journée. Ah, punaise. Limite, j'allais au travail la nuit, je faisais ma journée au travail. Quelle C'était pas horreur. terrible, hein, franchement. Ouais, clairement. C'est pour être conscient dans les rêves, mais en fait, tu vis une journée, je travaillais à la CAF et tout à l'époque. Ah, Bon, punaise. et après, je travaillais en plus en back-office, donc je parlais pas aux allocataires. J'étais toute la journée dans un bureau à traiter des dossiers, c'était soporifique. Oh, j'aurais Ah, puis alors préféré être refaire ça la nuit, quelle horreur. Ouais, c'est ça. Du coup, je me réveillais, j'étais fatigué en plus. Oh là. Et du coup, après, j'en suis venu à un moment où j'ai fait traverser une période de dépression plusieurs années plus tard. Et en fait, en 2016, avec un de mes meilleurs amis, et c'est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui, bah en fait, on commençait à se renseigner sur l'ayahuasca et tout. On voyait des reportages obscurs où tu vois des chamans, des mecs qui rentrent en transe, ils sont juste avec un slip parce que tu vois, c'est genre des mecs qui vivent dans une forêt, c'est pour nous montrer, genre, t'as vu, lui, c'est bien un mec de tribu, il a qu'un slip, il a la peau foncée et tout. Et ils montrent qu'ils tremblent et tout, qu'ils ont les yeux qui se répulsent, qu'ils font des transes et tout. On disait, waouh, l'ayahuasca, c'est un truc de dingue. Et donc, quelques années plus tard, quand je traversais une période de dépression, je me suis dit, ok, l'ayahuasca est la solution, Inch'Allah. Donc, Ok. j'ai essayé l'ayahuasca. Après, quelques temps plus tard, j'avais pris quelques cérémonies de truffes magiques, quelques années plus tard. Après, ce que je partage dans les retraites, c'est aucune de ces plantes-là, c'est juste le tabac râpé et le cacao sacré. Le cacao sacré, c'est ma compagne Noélia qui s'y est intéressée et bah, qui me l'a partagé. Et le tabac râpé, je l'ai pris en formation avec Elodie Rose Pérez, qui est une amie aussi, et qui m'a partagé ça dans une retraite. Du coup, j'ai voulu me former avec elle pour transmettre le tabac aussi. Voilà un peu comment j'en suis venu là. Ok, du coup, le cacao et le tabac râpé, ça offre quoi comme... Alors le cacao, c'est un super aliment. Donc il a plein de vertus physiques. Il a énormément de vertus physiques et il a aussi des vertus plus spirituelles comme la reconnexion à soi, l'ouverture du cœur et aussi les personnes, les peuples qui ont initié ces cérémonies ou qui nous les ont importées, on va dire, ils attribuent un esprit sacré au cacao, à l'esprit de Mama Cacao. Le tabac, il va avoir un effet. Enfin, c'est aussi désinhibant, ça apporte de la joie. Et c'est vraiment cool. Et le tabac, il va avoir d'autres effets. Il va avoir l'effet d'être ici et maintenant et très présent et très concentré. Et il permet aussi de maintenir la réflexion. Donc, il te permet de pas réfléchir à un truc, hop, digression. Et ça, même les personnes qui digressent pas dans leurs paroles ont tendance à digresser lorsque on réfléchit à un sujet sans support écrit, sans rien, juste que tu réfléchis. Les cacao, il te permet de maintenir cette réflexion, en fait. Tu commences ta réflexion, tu peux la continuer jusqu'à la fin. Il te permet d'être beaucoup plus présent, plus ici et maintenant, et plus calme. C'est une plante qui va vraiment ramener. Et ce qui est très bien, c'est que les effets du tabac, si tu les veux pas, tu les as pas. Par exemple, si tu prends du tabac râpé et que tu regardes et que tu dis bon, bah, je vais mater Netflix, bah, en fait, tu vas pas ressentir les effets. Alors que si tu rentres en méditation et que tu te concentres, tu vas sentir les effets. C'est très doux. D'accord. Ah, ça donne presque envie d'essayer. Ah, Ah, cool. moi j'aime Ah, bien. j'ai essayé les trucs magiques après avoir vu ta vidéo. Ah, c'était bien? Ah ouais, franchement, c'est trop cool. Ah, Je peux, t'as, je, t'as, ouais, ouais, t'as- t'as eu des effets?
Ah ouais, ouais, une super connexion. Moi, il y a plein de trucs qui sont partis que j'ai pu lâcher. Franchement, c'était cool. Ah ouais, Trop franchement, c'est bien. inspirant. Et je peux comprendre aussi, je me suis fait la réflexion des personnes qui ont envie de pas de vivre que là-bas, en fait, parce que on est trop bien de ce côté-là du truc. Et je peux comprendre finalement, en fait, cet appel que certaines personnes, en fait, dans leur détresse peuvent avoir, en fait, d'aller vivre dans ces mondes-là. Mais ouais, c'était un incroyable voyage. Franchement, c'était cool. Cool, Bah, je cool, suis cool. content pour toi, Marie. Tant mieux, Ouais, c'est ouais, cool. merci. Mais c'est vrai que c'est parce que toi, justement, je pense que tu es quelqu'un qui inspire confiance et bah, j'ai vraiment fait confiance en fait à ton retour et à ce que tu proposais. Et je me suis dit, bon, bah, s'il le fait, c'est que. Et qu'il le présente en plus de façon publique, parce que je trouve que tu as un regard et une approche très bienveillante vis-à-vis de ta communauté, presque un peu paternaliste, peut-être pas paternaliste, paternelle, peut-être plutôt. Et je te trouve très doux, très bienveillant avec ta communauté. Et je me suis dit, en fait, s'il le propose, bah, c'est que Bah, ça doit être pas merci, mal. Marie. Bah, ouais, Donc, après, j'ai mis beaucoup de réserves dans ma vidéo. Hein, tu ouais, vois, ouais, faut vraiment comment vous le sentez, prenez vos précautions, lisez les articles dessus. Enfin, voilà, c'est tranquille. Je dis que ça existe aux gens, en gros. c'est ça. Après, si vous vous sentez appelé, voilà, bah, renseignez-vous, faites comme vous le sentez, quoi. Bah, d'autant que le site dont tu avais parlé est très complet pour accompagner au début dans les premiers. Donc franchement, c'est cool. Non, franchement, c'était cool. Ouais, c'était une belle expérience. Une belle expérience. J'ai plus rien qui me vient, c'est fou. D'habitude, je suis bavarde. Ouais, Tu as une tant qu'il y a présence quelque très chose. apaisante, c'est très agréable. Moi qui pars toujours dans tous les sens, en fait, tu me poses et du coup, bah, ça me fait drôle. Ah, Ouais. merci, Marie. Bah, de rien, avec plaisir. Je sais pas, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose? Tiens, de quoi aurais-tu envie de parler? La parole Gentil, est à ça. vous. À part les tabous, t'as dit? Non, la parole est à vous. Ah, d'accord. Alors, quoi, j'ai envie de parler? Peut-être d'épanouissement, d'ouverture au monde. C'est ce qui pourrait me venir. Ouverture. Fais-toi plaisir. Je sais pas quoi dire, hein, c'est en général Ouverture au monde, alors qu'est-ce que tu appelles l'ouverture au monde? ouverture je sais, ça m'est venu comme ça, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment essayer de s'ouvrir soi, transmettre, enfin, de voir qu'est-ce qu'on a à transmettre nous dans le monde et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre nous dans le monde. Et ces envies-là, très souvent, elles sont cachées. Ok, elles sont cachées par quoi? Par des conditionnements, des blocages, par nous-mêmes qui les avons enfouis bien, bien profondément à l'intérieur, bien enterrés profondément sous terre, dans le terreau non fertile des abîmes de notre conscience. Et c'est quoi ton message à toi? Bah, je pense que ça rend heureux en fait de trouver ce qu'on a envie de transmettre au monde. Et transmettre, ça peut être vraiment des choses qui nous donnent de la joie. Hein. C'est pas forcément faire des œuvres caritatives, sauf si ça nous donne de la joie, mais ça peut être autre chose, voilà, ce qu'on a envie de faire, de donner. Et je comprends mieux maintenant quand on dit, ouais, pour trouver permission de veiller ou ce genre de truc, essayer de voir ce que tu aurais envie de donner au monde si tu n'étais pas payé pour le faire. Et ça, je trouve ça cool. Maintenant, je comprends. Avant, je l'intellectualisais. Maintenant, on va dire que je le ressens plus. Du coup, toi, tu serais prêt aujourd'hui, tu penses que tu es dans ta mission de vie et que. Je pense que toute ma vie, toute la quête, tout ça, ça en fait partie. Mais là, je me sens mieux, je me sens plus épanoui. Et aussi le fait de m'intéresser à. C'est très récent, donc je sais pas du tout où ça va mener, peut-être à la musique. On va voir ce que ça va donner, quoi. Quand tu dis Bah, que tu tranquille. t'intéresses à la musique, c'est quoi? C'est des instruments traditionnels ou c'est l'électro par ordinateur? Ou les deux? Non, moi c'est plus acoustique. Enfin, j'aime pas trop. Je peux en écouter, mais j'aime pas trop ce qui va être fait par ordinateur. En Mhm. faire, ça m'attire pas. Après, je peux en écouter, hein, mais voilà. Et moi j'aime bien. Je joue du didgeridoo. Après, je commence à écrire des paroles tranquillement, tu vois. Ah, cool. Bah, chanter en faisant du didgeridoo, ça doit pas être facile. Non, c'est pas possible. Il faut soit de quoi enregistrer le didgeridoo, ou une loop station, ou simplement ma compagne, elle joue aussi de la musique, elle fait du tambour, elle chante aussi, donc on peut faire des trucs Ah, sympas génial. ensemble. Génial. Et du coup, la musique, tu ressens quoi quand tu joues? Bah, j'aime ça, tout simplement, donc je suis content. Ah, ok, c'est cool. C'est cool. Et c'est quelque chose, du coup, que tu as envie de partager? Ouais, ouais, ouais. Mais ça, on verra quelle forme ça va prendre. Et le message que tu transmets ou que tu aurais envie de transmettre par ta musique, c'est le même que tu transmets sur ta chaîne YouTube, par exemple, ou du coup, c'est deux univers différents? Ouais, c'est à peu près, c'est aussi des messages d'évolution. Ok.
Et Des comment est-ce messages que, sur le bien-être, l'esprit, traverser les dépressions, ce genre de bail, tu vois. comment pour toi la musique agit là-dessus? Bah en fait, ça peut inspirer, ça peut apporter. Parce qu'en fait, je trouve, ce que je trouve cool pour la musique, c'est que c'est un truc qu'on va écouter souvent et on va s'en nourrir souvent. Tu vois, genre, on a une musique qu'on aime bien, on va l'écouter plein de fois. Un album qu'on aime bien, eh ben, on va l'écouter plein de fois. Enfin, il y a des personnes pas forcément, mais genre les gens un peu mélomanes, tu vois, genre t'achètes ton CD, tu vas le saigner, quoi. Enfin, ça, c'était à l'époque, tu vois. Après, bah, je suis né en 93, je sais pas si t'es Ouais. né dans ces eaux-là aussi, Oui, Marie. oui, aussi, ouais, ouais. Ok, Ouais. bah à l'époque, genre, on n'y avait pas tout le streaming, YouTube, tout ça. Donc à l'époque, quand t'achetais un CD à la Fnac, et bah, tu l'écoutais jusqu'à ce que tu connaisses toutes les chansons, tu vois. Ah ouais, ouais. Tous les CD, tous les albums de cette époque-là, je les connais tous encore par cœur, alors que toutes les musiques plus récentes, il y en a tellement qu'on n'a même plus le temps de les enregistrer. Mais oui, oui, je vois bien de quoi tu parles. Pareil, je me rappelle de l'album Sans froid de Cynique. C'est ça, ouais, ouais, on les connaît tous par cœur, sans Ouais, froid. avec le point sur le miroir, le CD, je me rappelle, c'était trop original. T'avais le CD, il était fissuré et tout, genre comme Oui, si c'était un miroir brisé. exact. Ah, toi aussi, tu Oui, l'as eu, oui, celui-là, oui, ouais. oui, je l'ai eu celui-là. Excellent. Énorme. Mais Bah, du d'accord, coup, ok. je pense que dans la musique, ce qui est bien, c'est tu. Bah, déjà, les personnes qui vont écouter vont être réceptives et c'est plus facile de transmettre une vibe. Et puis, juste, je trouve ça cool. Après, on verra quelle. Enfin, j'aime bien le faire, quoi. Après, on verra quelle tournure ça va prendre. Mais j'aime bien le Ok. côté artistique, créativité, tout ça. Après, dans les livres aussi, j'aime bien faire preuve de créativité dans mes livres, quoi. Oui, c'est vrai que tu as écrit pas mal de livres. Ouais. Quel talent. Merci, merci, Marie. C'est marrant, le didgeridoo m'a amené à une autre chose que tu fais beaucoup aussi, c'est j'allais dire les traversées du désert, là, en fonction de la connotation qu'on met derrière. Mais tu as été appelé plusieurs fois par le désert, notamment marocain. Ouais. Qu'est-ce qui t'a encore une fois appelé là-bas et qu'est-ce que tu as pu tirer de ces expériences-là? Alors la première fois, c'était une retraite qui a été organisée par Elodie en question, qui m'a appris chez qui je me suis formé pour apprendre la transmission du tabac, justement. Ok. Et donc c'était elle qui organisait la retraite, bah, et je la connaissais déjà depuis quelques années, et donc elle a proposé une retraite dans le désert, et bah, j'ai eu l'intuition, je me suis dit ouais en fait là, je pense que ça peut m'aider pour mon processus intérieur du moment. J'ai envie de le faire, donc j'ai participé à sa retraite. Ça a été retardé à cause du confinement, hein, comme toutes les retraites, les événements comme ça, Ouais. frontières fermées, donc on n'avait pas le choix. Et bah, après, j'ai fait la retraite finalement. C'était une très belle expérience. Je suis très content de l'avoir fait. Et après, j'ai voulu participer. Enfin, j'ai voulu aussi organiser. J'organisais déjà des retraites en France, mais je me suis dit, ouais, dans le désert, j'ai aussi bien envie d'en organiser une. Alors, j'ai contacté l'équipe de Ali, notre guide, et je lui ai demandé s'il était chaud pour travailler avec moi. Il a dit, mais carrément. Donc, j'en ai organisé une retraite, hein, j'en ai fait une que moi j'ai organisée dans le désert. Là, il y a la deuxième qui arrive le mois prochain. Et qu'est-ce que ça Voilà, apporte pour toi, le désert? c'est trop bien. Le désert, C'est suffisant, t'as raison. c'est vaste, Ouais. c'est puissant, c'est vaste, le paysage, il est ouf, c'est trop beau. En plus, t'es loin de tout. Vraiment, tu marches dans le désert, on se pose, la belle étoile, tout ça. Chaque jour, on s'enfonce plus profondément dedans. Et c'est trop bien, en fait. Ça apporte beaucoup de choses intérieurement, extérieurement, ça permet de lâcher des choses, on se la travaille, mais dans le bon sens. Enfin, ça apporte toujours. Les gens qui y vont, ils sont toujours contents, ils repartent toujours avec quelque chose en plus ou en moins, mais dans le bon sens, quoi. Ah bah le désert, c'est une expérience qui est incroyable. De toute façon, c'est clair que T'es déjà allé dans le désert? ouais, moi Ah, donc j'adore. quel désert, toi, marocain aussi ou un autre? Marocain, ouais. J'étais partie de, c'était qui? Non, je ne saurais pas trop trouver le nom de la ville. Là, c'était très à l'est du Maroc. Ça commence par où, mais j'aurais pas la fin. C'est pas Ouarzazate? grave. Oui, c'est ça. Ok. Exact. Ouais, ouais, je suis partie de là. Et c'est vrai que moi, je crois que la chose qui m'a le plus marqué dans le désert, c'est le silence. La Ouais. qualité du silence. Et même pourtant, je suis très solitaire, justement, balade en montagne et tout, je m'éloigne un petit peu aussi, et je trouve qu'on retrouve pas encore cette qualité-là. Ben, la montagne, c'est autre chose, dès qu'il y a un peu de vent, c'est tout l'écho et tout, c'est encore une autre façon d'entendre la musique du monde. Mais la qualité du silence dans le désert, C'est clair que la personne qui parle entend juste tes pas. c'est ça, c'est ça. C'est important le silence, je pense, justement, on en manque. D'ailleurs, tiens, en musique, je pense que c'est une des notions les plus importantes aussi.
savoir où placer Pas les du tout en silences. musicothérapie, je suis Moi, c'est pas forcément de la une thérapie, mais quiche, je moi. pense que Enfin, en musicologie, enfin, ce genre de truc, genre en théorie musicale, je suis une quiche. non, J'ai non, rien mais étudié juste du là, tout, c'est en juste fait. un ressenti. J'ai pas. Enfin, si, Ouais. moi, j'ai étudié un peu plus, mais c'est juste un ressenti. C'est vrai que je pense que dans la musique, finalement, une des notions les plus importantes, c'est savoir à quel moment respirer et quels sont les temps de silence pour faire justement infuser la musique. Et je pense que la notion de silence, qui nous manque cruellement aujourd'hui, est une notion importante. Quelle place Hum, tient à le silence, toi, dans ta vie? Quelle place tient le silence dans ma vie? Hmm. Bah, j'en ai besoin, en fait. Pas tout le temps, mais j'en ai besoin à certains moments. Ok, ça t'inspire quoi, le silence? Bah, en fait, mon esprit vague tranquillement pendant les moments de silence. Ça peut être quand j'écris, ça peut être les rarissimes moments où je ne fais rien. Ça peut être. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu arrives à ne rien faire du tout? Ça va être plus quand je voyage, ça en général. Ouais, le contexte y prête plus. Ouais, quand je fais une retraite, quand je fais un voyage, et du coup, bah, là, il y a plus de moments où je fais rien. Sinon, je suis beaucoup en activité. Ok. Et tu fais quoi du coup, tiens, en dehors du coaching, de la musique et de YouTube? Bah, je travaille beaucoup déjà, hein, donc ça occupe beaucoup de temps. J'ai du temps que je consacre à mon couple, que je passe avec ma chérie. Sinon, bah, je vois mes amis. Donc le social, très important pour toi. Ouais, Ouais. je voyage aussi. Hmm. Je fais des tournois de jeux de stratégie. Je joue aux cartes Yu-Gi-Oh! Pour de Ah, vrai. excellent! Ça rajeunit pas non plus, ça c'est énorme. Moi c'était Magic à l'époque. Ah, Excellent. d'accord, ok, Cool! d'accord, je savais pas ça. Ah, donc tu fais des tournois, putain, t'es investi, bien. Ouais, investir, ouais, c'est le mot, hein, parce que ça coûte la douille, hein, Ah, quand tu commences à creuser, ouais, c'est. Ah, c'est onéreux, hein, ce jeu. Mais bon, j'ai un tournoi ce soir, là, après notre appel. Ah, génial! Ah, c'est génial, c'est bonne ambiance ça en plus. Un peu côté compétition et puis en même temps. Ah, c'est trop Exact. rigolo. Je savais pas que ça se faisait encore. Ah oui, hein, toujours, il y a de plus en plus de public, ça grossit en permanence, et ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année, en fait. Même sur la licence Yu-Gi-Oh! Parce que Pokémon, Ah, tu vois, ça surtout. m'étonne pas, mais c'est vrai, surtout Yu-Gi-Oh! Pokémon, pas trop. Pokémon, ça va plus être pour les collectionneurs, mais après, dans les grosses villes, souvent, on voit pas de tournois. À Strasbourg, il y en a pas. Toulouse, à Montpellier, il y en a pas. Toulouse, il y en a peu. C'est une licence, on dirait, qui est pas très populaire pour le côté tournoi. Après, Yu-Gi-Oh, c'est très populaire pour le tournoi. Par exemple, le championnat de France, je sais plus combien, il y a eu 1 millier de personnes cette année. Ah Mais il y oui! a souvent des tournois de 3000 joueurs, par Ah, exemple. c'est Enfin, énorme! Ah ouais, oui, putain, je c'est me rendais pas gros. compte, effectivement, ouais, d'accord. C'est balèze. Par exemple, il y avait un tournoi à Metz. Donc, moi, j'habite à Strasbourg. Metz, ça doit être à 2 heures à peu près. Hmm. Et il a été annoncé un tournoi de 60 places en physique, IRL, quoi. Et il a été complet 15 minutes après être annoncé. Tous les gens ont appelé, ils ont réservé, ils ont payé Oh, sur Internet. effectivement, Enfin, incroyable. ça se remplit ultra vite, en fait. Donc, ouais, les gens, ils sont férus de ça. Ah, c'est génial. Putain, je me rendais pas compte, effectivement, du monde qu'il y avait encore derrière. Ah, il y en a de plus en plus, en fait. C'est Ah ouais, croissant ok. de ouf chaque année, en fait. Génial. Génial. Et du coup, tiens, est-ce que tu arriverais à faire un parallèle entre. Est-ce que tu arrives à apprendre, par exemple, en jouant aux cartes Yu-Gi-Oh! Est-ce que tu insuffles quelque chose dans ta pratique quotidienne vis-à-vis de toi, ou ne serait-ce que ou aussi vis-à-vis de tes clients, ou est-ce qu'il y a des choses qui résonnent ou... Ça apprend plusieurs choses. Ça apprend que déjà, si on veut être bon dans quelque chose, il faut le pratiquer beaucoup, il faut s'entraîner, et que même si on est nul dans quelque chose et qu'on croit ne pas le comprendre, bah, en fait, si on le pratique même en le comprenant pas, on peut obtenir du résultat et une meilleure compréhension de la chose. C'est ce que je vois quand je joue avec un nouveau deck ou avec un nouveau jeu de cartes ou avec des nouvelles cartes, en fait, pour les personnes qui ne comprendraient pas. Donc déjà, ça m'apprend aussi que bah, en fait, j'ai rencontré déjà plein d'amis grâce à ce jeu, Ouais, qui sont encore mes amis aujourd'hui, donc ça enrichit la vie, ça m'apprend que pratiquer les passions, les choses qu'on aime à plusieurs, bah, c'est une bonne chose. Voilà, parce que ça peut m'apprendre comme leçon. c'est beau déjà. Bah ouais. C'est cool. C'est cool. Bah écoute, je pense qu'on arrive quasiment à la fin. J'aurais une question, je pense, qui sera récurrente sur ce format-là. C'est Ok. si tu devais disparaître demain, pour une quelconque raison, et que je te donne à l'occasion, en fait, de décrire sur un papier les 3 messages principaux ou les 3 idées principales que tu aimerais que le monde garde de toi, ce serait quoi?
Puissante la question, Marie. Ok, ça serait déjà, je pense, apprenez à reconnaître les gens qui veulent pas votre bien et éloignez-vous d'eux. Ça, c'est important. Ok. Euh, Ça, c'est un message. Le deuxième message, ça pourrait être que c'est possible de se libérer de toute souffrance émotionnelle, psychologique qu'on traverse. Le parcours peut être long et peut-être que pour certaines configurations psychologiques ou pathologies, bah, c'est différent, mais je pense qu'il y a des moyens d'apaiser la souffrance ou de s'en libérer pour chaque personne. Après, voilà, ça serait ça la deuxième chose, que si on veut se défaire d'une souffrance, en fait, je pense que c'est possible de se défaire de la souffrance. Et troisièmement, ce serait d'encourager les gens à trouver ce qu'ils aiment faire et à le faire. Et une fois qu'ils croient avoir trouvé, à continuer à chercher ce qu'ils aiment faire, s'ils sentent qu'il y a un creux, un vide, ou qu'ils ne sont pas totalement complets, ou qu'ils en ressentent la peine intérieure. Et à continuer à chercher, à le matérialiser, à continuer ce processus, parce que ça fait vraiment du bien. Voilà. C'est cool, c'est beau. Et du coup, je rebondis sur la deuxième. Tu penses vraiment que... est-ce que tu penses qu'un jour le travail, alors on va dire thérapeutique pour que ce soit clair pour tout le monde, prend fin? Ou est-ce que finalement, si le travail d'une vie... Oui et non. Non, parce que pour certaines personnes, ils vont mourir avant d'en avoir fini. Et ça dépend de la configuration, de l'esprit de la personne, de ce qu'elle a vécu, de l'ampleur des traumas, quotient intellectuel, quotient émotionnel, comment le cerveau est construit. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Peut-être, mais ils pourront aller mieux et dépasser beaucoup de choses avant. Et enfin, je veux pas dire que tout le monde va réussir, en fait, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que c'est possible, en fait. Ah, au bout d'un moment, tu as réglé tous les problèmes, il y en a plus, ça va, quoi. Et après, je pense, quand je dis oui et non, c'est aussi parce que je pense qu'il y a toujours à apprendre, à se découvrir, à créer, à ouvrir des choses, à guérir des choses. Mais donc, c'est ça. Je pense que tout est en mouvement tant qu'on est sur la Terre. Mhm. Tout, sauf peut-être une certaine part de nous qui a toujours été là ou quelque chose comme ça. Mais à part ça, l'esprit et le mental, ils sont en mouvement parce que la Terre, elle est en mouvement tout le temps, tout bouge tout le temps. Et donc, l'esprit et le mental, c'est un miroir de ce qui se passe sur la Terre, un miroir déformant, transformant. Et il y a aussi une autre chose. Et une autre chose, c'est une part de nous qui est toujours là et qu'on peut voir, mais elle est toujours présente en fait. Et donc, elle est immuable, je pense. Elle est J'ai l'impression qu'elle n'est pas soumise aux lois du temps et de l'espace. Et donc, je pense que le travail thérapeutique, il peut s'arrêter dans le sens où on peut dépasser nos souffrances et plus avoir de grosses souffrances principales, de pensées obsessionnelles, d'angoisse récurrente, de culpabilité récurrente, de blessures intérieures. Je pense que c'est possible d'arriver à une fin. Mais après, il y aura toujours à apprendre, à se développer, à s'épanouir plus, à régler peut-être des petits couacs, mais rien de vraiment prenant au trip, de choses qui vont faire baisser notre énergie, d'émotions qui vont affecter nos organes, tout ça, tu vois. Ok, ah, c'est super intéressant. Du coup, où est-ce qu'on peut te contacter, Stan, si on a envie, tiens, de régler quelques petits couacs? Alors, merci Marie pour ce partage. On peut me contacter soit sur ma page Facebook, Stan Carré, ma sophrologie, soit sur mon site, masophrologie.fr en un seul mot. Et on peut me contacter sur le formulaire de contact ou réserver une consultation. Ou en allant sur mon site, masophrologie.fr, tout en haut du site, il y a mon numéro de téléphone et professionnel et mon adresse mail. Donc voilà. Ok, moi je mettrai tout ça en description. Merci encore Stan pour ta présence. Merci Marie, c'était Qu'est-ce bien qu'on peut cool. te... Ouais, plaisir partagé vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ou le présent même d'ailleurs, comme tu veux. Abondance, épanouissement. Voilà. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. C'est ça, amen, mon Dieu, au secours. Ok, cool. Eh ben, Ah, écoute, je pensais à merci Kenny vraiment. Arcana quand j'ai dit ça. Chacun ses références, on fait comme on peut. Merci vraiment beaucoup pour ta bonne humeur, pour ta disponibilité, pour ta simplicité aussi. C'était un vrai plaisir de partager avec toi. J'ai presque même pas envie de m'arrêter, tu vois, mais il faut bien qu'on retourne à nos quotidiens. Donc voilà, merci beaucoup pour la qualité de cet échange et puis à d'autres peut-être, qui sait. Ah ouais, Pourquoi pas. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ça. Cool, merci beaucoup.
Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à faire ce que vous voulez si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu aussi, vous avez le droit de le dire. On est ouvert à tout. Et puis, voilà. C'est tout. Je pense qu'on est bon. Ciao, ciao.